29 blessés ce lundi au Maroc, c'est le bilan d'une collision entre une estafette et un autocar transportant des joueurs d'une équipe de football de première division. Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, s'est rendu en Algérie, une visite pour commémorer le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Veillée de prière à Durban contre les violences xénophobes en Afrique du Sud, son but, démontrer aux agresseurs que la solution à leurs problèmes n'est pas dans la violence et dans le crime. C'était là les principaux titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Encore un nouvel accident enregistré ce lundi au Maroc. Une collision entre une estafette et un autocar transportant des joueurs d'une équipe de football de première division a fait 29 blessés. Elle intervient 10 jours seulement après l'un des pires drames du genre qui a fait 34 morts dans le pays. Le chauffeur de l'autocar aurait perdu le contrôle du véhicule avant de percuter violemment l'estafette qui venait en sens inverse. En soutien aux victimes de la série d'attaques xénophobes en Afrique du Sud, des jeunes de la paroisse de la Emmanuel Cathédrale à Durban ont organisé une veillée de prière. Les organisateurs entendent faire reconnaître aux agresseurs que la solution à leurs problèmes n'est pas dans la violence et dans le crime, mais dans la réunion et la discussion. Reportage. Cette veillée de prière est perçue comme un signe d'apaisement de la tension xénophobe qui sévit en Afrique du Sud. Cette jeunesse zoulou a voulu corriger par la prière les propos belliqueux tenus quelques jours plus tôt par le roi de cette tribu. À Durban, le roi zoulou Godwill Zwelithini avait dénoncé la présence d'immigrants en situation illégale dans sa communauté. Un comportement qui a suscité les jours suivants une rébellion contre les étrangers. Ce qui m'inspire, c'est qu'il s'agit d'un groupe de jeunes de la paroisse, des Zoulous pour la plupart, qui est à l'initiative de l'organisation de cette session de prière pour rassembler leurs amis sud-africains, leurs amis originaires d'autres pays, pour que nous venions et prions ensemble pour ceux qui ont été touchés par les violences, mais aussi pour changer le cœur de ceux qui commettent ces violences. Les violences xénophobes récurrentes en Afrique du Sud reflètent à la fois les frustrations de la majorité noire qui continue de souffrir économiquement, les urgences d'une culture de violence exacerbée durant la ségrégation raciale sur l'apartheid. Face à la mondialisation et à la volonté du continent de s'unir et de faire face à son développement économique et technologique, le débat de la division et du rejet devrait faire place à l'acceptation de l'autre dans le partage. Je pense que pour nous, c'est le signe qu'il nous faut réapprendre et que nous devons apprendre à vivre dans l'unité partout dans le monde et chacun dans sa ville, dans sa paroisse, dans sa famille doit trouver une façon de vivre ensemble avec des gens différents de soi. Nous pensons que Dieu a une solution pour ce problème, mais seulement si nous, en tant qu'individus, nous croyons que Dieu a une solution, peu importe notre religion, notre foi, nous trouverons les pièces du puzzle manquantes pour réussir à résoudre ce problème. Le nombre d'immigrants africains dans le pays dépasse largement les 2 millions officiellement recensés. La province du KwaZulu-Natal a été celle où la logique tribale et l'incitation aux violences entre noirs a été le plus poussée à son comble par la minorité blanche sous l'apartheid. Le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants Jean-Marc Todeschini a rendu dimanche un hommage aux victimes algériennes du massacre de Sétif. Un massacre qui avait fait des milliers de morts il y a 70 ans. Les détails. Premier responsable du gouvernement français, Jean-Marc Todeschini se rend à Sétif, à 300 km à l'est d'Alger, pour déposer une gemme de fleurs devant le mausolée de la première victime de la répression du 8 mai 1945. Pour Jean-Marc Todeschini, cette visite s'inscrit dans une démarche d'amitié, de respect et dans le souci de continuer à appréhender une mémoire commune de manière à apaiser le conflit. On ne peut pas avancer, on ne peut pas se projeter dans l'avenir sans connaître notre histoire. C'est vrai chez nous, c'est vrai chez eux. Et je crois que cette mémoire, cette histoire, elle est partagée, elle est collective. Donc ces gestes
les déclarations du président de la République, les déclarations de nos ambassadeurs. Ma visite aujourd'hui sont des moments forts dans le cadre des relations franco-algériennes. Ce massacre reste l'une des pages les plus sombres de l'Algérie française. Alors que la France célébrait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, les festivités tournèrent au drame à Sétif, Guelma et Kerata dans l'est de l'Algérie, où des nationalistes défilèrent drapeaux algériens à la main. La répression des manifestations, considérées comme les prémices de la guerre d'indépendance, fit plusieurs milliers de morts parmi les Algériens victimes de la police, de l'armée ou de milices de colons. Une centaine d'Européens pris à part par des nationalistes algériens furent également tués. Je crois que ce sont tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont souffert, qui ont combattu, qui sont morts pour la France, qui sont morts ici à Sétif dans des événements tragiques. Un moment où la France a manqué à ses idéaux, et je crois que c'était tout à fait logique que un ministre vienne, c'est la première fois, mais qu'un ministre vienne après nos ambassadeurs qui sont venus dire ce que le président de la République a affirmé lui très fort en 2014. Jean-Marc Todeschini, accompagné de son homologue algérien Taïeb Zitouni, a débuté son voyage mémoriel Algérie par Sétif en cette année du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale au nom de l'amitié franco-algérienne. Notons que ce voyage est intervenu avant le 8 mai non pour éluder les commémorations officielles algériennes, mais pour des raisons d'agenda, la France célébrant de son côté le 8 mai le 70e anniversaire de la fin de la guerre de 1939 à 1945. Une délégation du gouvernement guinéen a rencontré dimanche le chef de l'opposition à la veille de la reprise des manifestations de l'opposition ce lundi pour exiger l'annulation du calendrier électoral contesté. Cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition est la première depuis près d'un an et demi. La démarche visait à réitérer à l'opposition la ferme volonté du gouvernement de renouer le dialogue, seule voie permettant d'aboutir à un climat politique apaisé et à des élections inclusives. Le chef de l'opposition a cependant précisé qu'il était hors de question de suspendre les manifestations sans garantie d'application d'un accord de 2013 prévoyant la tenue des élections locales avant la présidentielle. Élection prochaine en République démocratique du Congo, les Nations Unies ont appelé dimanche les autorités du pays à garantir les libertés publiques. Un appel qui intervient alors que le climat politique dans le pays se tend à l'approche d'échéances électorales importantes. La mission de l'ONU, qui a vu son mandat renouvelé fin mars par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé le gouvernement de Kinshasa ainsi que toutes les parties prenantes à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, crédible, pacifique et conforme à la constitution congolaise. Le représentant de la mission fait aussi savoir qu'il ne s'agit pas d'apprendre aux autorités le rôle qui est le leur. Il faut donner l'espace politique, il faut aussi défendre la société civile. La société civile a un rôle important à jouer dans le processus électoral. La MONUSCO, les Nations Unies, ils n'interfèrent jamais dans les affaires domestiques d'un pays, mais il faut aussi dire que c'est très important de mentionner aussi vis-à-vis nos partenaires que les droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est pas l'interférence dans l'affaire domestique de demander le respect pour les droits de l'homme. Plusieurs mois que le climat se crispe en RDC quant à la question des élections. L'opposition avance que le pouvoir cherche à reporter la présidentielle. L'objectif, selon l'opposition, est de permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir, passé le terme de son mandat. Le gouvernement, qui déduit que ces allégations sont un procès d'intention, assure que la présidentielle aura lieu comme prévu le 27 novembre 2016. La Constitution interdit que Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, se présente à cette élection. Elle doit être couplée avec les législatives et précédée par une série de scrutins directs et indirects censés commencer en octobre par les élections locales et provinciales. Au Nigeria, plusieurs cas de décès mystérieux ont été enregistrés ces derniers jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool artisanal serait la cause privilégiée de cette maladie qui demeure jusqu'à présent mystérieuse. La maladie qui sévit depuis plusieurs jours au Nigeria reste un mystère. Après plusieurs tests, les experts n'ont décelé aucune trace d'infection bactérienne ou virale.
Si pour l'instant l'origine exacte de la maladie reste inconnue, les experts de l'OMS avancent une hypothèse selon laquelle la maladie serait due à un empoisonnement à l'éthanol contenu dans un gin de fabrication artisanale. Il nous semble clairement que d'après le rapport préliminaire du laboratoire, ce n'est pas viral. C'est une maladie du système nerveux central et nous avons pris la décision de procéder à un test toxicologique qui, nous pensons, nous donnera la réponse de ce à quoi nous avons affaire. Mais grâce aux entretiens réalisés avec les familles et même des survivants, il nous est clair que la plupart d'entre eux ont consommé un lot d'alcool. Précisons que la maladie a déjà causé la mort de 18 personnes sur 23 infectées dans le sud-ouest du Nigeria. Avant de décéder, les malades se sont plaints de maux de tête, de troubles de la vue et de perte de connaissance. Ils sont décédés dans les 24 heures après l'apparition des premiers symptômes. En Libye, les négociations entre les deux parlements rivaux sont en passe de déboucher dans les prochains jours sur un accord final. L'annonce est faite dimanche par l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Ce fut au terme d'un troisième round de pourparlers au Maroc. Pour plus de précisions, je vous invite plutôt à suivre Bernardino Leon, l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons maintenant un texte dont 80%, 90%, c'est des éléments que le parti peut accepter. Donc c'est déjà très important. Un texte qui rassemble beaucoup ce qui pourrait être un accord entre tous les partis. Permettez-moi de réitérer notre préoccupation, notre condamnation et notre rejet à l'action de groupes armés qui essayent de compliquer ce dialogue, de compliquer la possibilité d'une solution pacifique et évidemment notre condamnation à toute action terroriste qui aussi cherche à empêcher un accord politique. Alors que les délégations des deux parlements rivaux libyens négociaient au Maroc pour mettre fin aux violences, au moins 21 personnes ont été tuées dans des combats près de Tripoli vendredi. Les détails dans cet élément. Affrontement ce dimanche entre des forces du gouvernement reconnues par la communauté internationale et des combattants de la coalition de milices Phare Libya. Les heurts ont eu lieu à Tajoura, à 30 km de la capitale libyenne. C'est dans une nouvelle tentative destinée à reprendre le contrôle de Tripoli que les forces du gouvernement avaient attaqué le camp de la coalition. Dans ces combats, 14 soldats, 4 combattants de Phare Libya et 3 femmes ont été tuées d'après une source militaire pro-gouvernement. 24 autres personnes ont été blessées suivant la même source. Soulignons que Phare Libya exerce un contrôle intégral sur Tajoura. Depuis que la coalition de milices s'est emparée de Tripoli en août, la Libye a 2 gouvernements et 2 parlements. Le gouvernement reconnu s'est replié à l'est du pays. L'ONU a annoncé vendredi qu'elle tentait de rapprocher les points de vue entre les 2 parlements. Depuis le renversement et la mort du numéro 1 libyen, Mouammar Kadhafi, en 2011, la Libye est le théâtre de luttes incessantes entre factions rivales. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes en compagnie de Sika.